Bienvenue à cette nouvelle conférence du Festival Histoire de l'Art. Je laisse tout de suite la parole à Madame Ariane Dor, qui est conservatrice des monuments historiques, pour une présentation sur les tapisseries du château de Merville. Merci. Bonjour à tous, merci au Festival. Arnaud a déjà adressé nos remerciements. Donc là, je vous propose un petit peu un saut typologique, puisque je vais vous présenter un ensemble de tentures. Alors, je parlerai plus particulièrement de 2 tentures sur les 3 que vous allez voir, du château de Merville, qui est un château qui se situe en Haute-Garonne, à quelques kilomètres de Toulouse. Donc l'idée de cette présentation aussi, c'était de vous montrer la diversité des missions d'un conservateur des monuments historiques. Après avoir vu un chantier d'un immeuble très important, vous allez voir ici un dossier que j'ai pu instruire pour une protection au titre des monuments historiques. D'abord une inscription, puis un classement présenté en commission nationale en 2019 donc, et qui a fait l'objet d'un classement en totalité, en tant qu'ensemble, et une servitude de maintien à demeure, comme le permet désormais la loi LCAP depuis 2016, avec ses décrets d'application de 2017. Donc voilà le château de Merville. C'est un château du XVIIIe siècle qui a été conçu sur les plans dressés par le propriétaire lui-même, Henri-Auguste de Chalvet-Rochemontex, construit entre 1743 et 1759. Vous avez sa localisation au nord-ouest de Toulouse. Donc c'est un château en U et qui présente une enfilade de salles d'apparat au rez-de-chaussée. Donc vous voyez ici la salle d'entrée, le salon ovale, avec un décor conçu dans les années 1750 par un peintre toulousain, Gilles Pins. Donc le château a été inscrit en 1950, puis classé en totalité en 1987, et lors de la commission supérieure en 1987, il a été souhaité également, il a été suggéré aux inspecteurs des monuments historiques de l'époque de procéder de convaincre les propriétaires à procéder à la protection du mobilier du château, qui est un mobilier qui présente des ensembles très intéressants de meubles du XVIIIe et de tapisseries. Donc le classement n'a jamais eu lieu puisqu'il y a eu des allers-retours et des malentendus entre l'administration et le propriétaire qui a fini par décliner son accord au classement dans les années 90. Et nous sommes revenus avec la CAOA de l'époque, en 2015, voir le propriétaire pour lui proposer à nouveau la protection de son mobilier. Et la société civile immobilière qui représente le propriétaire aujourd'hui a donné son accord pour la protection donc des peintures de ce salon chinois et des tapisseries. Donc les peintures font partie intégrante de l'immeuble, donc il n'était pas question de les protéger. En revanche, il nous a semblé utile de protéger l'ensemble des tapisseries. Donc vous voyez ici donc les tapisseries qui sont accrochées dans 4 salles d'apparat du rez-de-chaussée. Donc ici, dans une première pièce, le salon à manger ou salle à manger, selon les inventaires ou les plans que j'ai pu retrouver pour documenter l'histoire de ces tapisseries. Donc ici, 3 tapisseries d'une tenture assez importante de la guerre de Troie, dont je vous parlerai plus longuement tout à l'heure, avec ici Priam accueillant Hélène, Ulysse et Ajax partageant les armes d'Achille, et les Troyens repoussant les Grecs. Et on a également des éléments d'une 3e tenture de verdure qui sont dispersés, qui ont été découpés et dispersés pour former les lambriots du décor de ces salles d'apparat. Ici, la chambre de Madame, ou chambre, avec le départ pour Troie, les regrets d'Hélène et l'enlèvement d'Hélène, toujours appartenant à cette tenture de la guerre de Troie du XVIe siècle. De l'autre côté du vestibule, le salon d'hiver, avec cette fois des tapisseries d'une tenture de verdure du XVIIe siècle, le berger violoniste, le fauconnier, le couple noble, les chasseurs et les musiciens, et puis des petits éléments de cette 3e tenture qui forment là des portières et encore des éléments de raccord. Et enfin, toujours appartenant à cette très belle tenture, Énée invoquant les dieux, la mort d'Hector et la destruction de Troie, et le jugement de Paris, donc dans le désordre. On a également des 2 lits 18e qui ont conservé une grande partie de leur garniture d'époque. Il y a une dernière tapisserie qui est roulée, qui appartient à la tenture des verdures, qui est roulée dans la bibliothèque du XVIIIe, qui a conservé quasiment toutes ses dispositions,
Et en fait, je tiens à signaler, puisque c'est quand même assez exceptionnel au château de Merville, qui a conservé l'ensemble de ses archives privées, toutes les archives de la construction du château qui ont été pas ou très peu exploitées, et que l'on classe avec le propriétaire depuis un certain temps maintenant, avec un professeur de l'Université de Toulouse. On a tous les plans de la construction, tous les comptes, et également toutes les archives de famille qui remontent au moins au XVe siècle. Alors la tenture de la guerre de Troie est vraiment une tenture assez intéressante et de très belle qualité. Alors malheureusement, toutes les tapisseries sont fixées à l'aide de baguettes sur leur pourtour, de baguettes clouées, sauf les tapisseries de cette chambre. Du coup, c'est sur celle-là qu'on peut observer les marques du lissier et les marques de la ville de Bruxelles. Vous avez ici la marque de la ville de Bruxelles en bas à droite, donc l'écu de gueule entre les deux baies. Et ici, comme vous le voyez, la marque du lissier qui est extrêmement abîmée, que j'ai montré à des spécialistes, notamment Guy Delmarcel, qui est le grand chantre de la tapisserie flamande des XVIe et XVIIe siècles, mais qui n'est pas très lisible, peut-être l'atelier de François Goebbels. Alors, ce qui est assez compliqué pour documenter une tapisserie, comme vous le savez sans doute, c'est qu'on a à la fois la part du peintre cartonnier et celui du lissier. Le lissier étant plutôt propriétaire de la conception des bordures et on doit au peintre cartonnier en revanche la conception du champ central. Alors les bordures de la tenture de la guerre de Troie se composent toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on a dans les parties supérieures droite et gauche des représentations mythologiques. Donc en haut à gauche, Persée fondant sur un ennemi invisible, et sans doute en bas à gauche, Andromède. En hauteur, on a des termes qui flanquent des vases pythiques et puis des petites scènes animalières qui sont avec une petite inscription latine. Alors, on ne le voit pas très très bien ici, mais sur la partie inférieure, on a un cartouche central en grisaille avec, donc vous le voyez ici, en bas, c'est la représentation, enfin c'est un détail d'une tapisserie de Merville, des scènes des travaux d'Hercule, ici Hercule et la biche de Sérigny. Et ces bordures sont très proches de celles de la tenture de Romulus et Rémus, qui est conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne, qui a été tissée vers 1550, a priori dans l'atelier de François Goebbels. On retrouve notamment ces détails de scènes en grisaille. Donc, vous voyez ici, le modèle est le même, c'est celui des gravures d'Heinrich Aldegrever qui sont imprimées à partir de 1550. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai retrouvé, hein, c'était Guy Delmarcel qui avait déjà étudié les bordures de la tenture de Romulus et Rémus. Il fait l'hypothèse d'ailleurs que les bordures de cette tenture, la tenture de Vienne, est un remploi d'une première conception de bordure déjà utilisée pour la tenture de l'histoire de Cyrus, qui est conservée au Palazzo Sant'Ildefonso de Ségovie. Le problème, c'est que soit les marques de cette tenture sont équivoques, soit on n'a pas de marques conservées. C'est un peu la difficulté dans la recherche appliquée sur les tapisseries, c'est que les marques de lissier conservées sont très peu reproduites dans la bibliographie. Et il y a beaucoup d'hypothèses quant au lissier. Là, vous voyez ici 3 hypothèses différentes dans la littérature entre Jan van Tiegen, François Gittels ou Nicolaus Leiners. Alors, pour le champ central, les scènes du champ central, on a certains éléments qui se rapprochent de tentures, de cartons, donc tentures tissées d'après des cartons de Michel Coxy. Je vous montre ici une tenture qui est conservée au château de Wawel à Cracovie, où vous voyez ici le déluge, d'après une tapisserie qui appartient à l'histoire de Noé. Et vous voyez par exemple ici ce cavalier à moitié immergé, dont vous avez un détail ici, qui est reproduit vraiment fidèlement au château de Merville, avec ce demi-cavalier immergé. Et pour ceux qui connaissent bien la peinture italienne, c'est un motif qui provient de la victoire de Constantin au pont Milvius dans les salles du Vatican, donc des années 1520, par Giulio Romano et Gianfrancesco Peni. Donc vous les voyez ici, inversés. Ensuite, on a cet élément d'Énée sur la proue de son navire avec ses 2 acolytes, et puis un navire au devant qui fait naufrage.
qui est un motif que l'on retrouve au château de Merville et qui a d'abord été, qui provient en fait de cette tenture de l'histoire de Didon et Aîné, dont en fait le premier projet, le tissage princeps de cette tenture, j'espère que c'est pas moi, je pense pas, a été tissé d'après des cartons de Perino del Vaga pour Andrea Doria à Gênes. La tenture a été perdue, mais elle a été ensuite complétée et un second tissage a été réalisé dans les années 1545-1550 pour la couronne espagnole et qui est toujours conservé au palais royal d'Aranjuez. Donc là, par contre, carton de Perino del Vaga complété par un artiste néerlandais inconnu, enfin non anonyme à ce jour. Enfin, vous avez ce motif de Priam accueillant Hélène au château de Merville, Hélène flanquée de deux suivantes, qui est repris trait pour trait dans l'histoire de Cyrus, avec cette tenture de Cyrus et Artémise. Alors là, le peintre cartonnier les cartons sont attribués à Michel Coxy également. Ou encore la dispute pour les armes d'Achille avec Ulysse et Ajax, qui reprend Cyrus pardonnant Crésus, toujours appartenant à cette même tenture. Ou enfin la mort d'Hector, la destruction de Troie, avec ici Achille qui achève Hector, et qui reprend de façon assez proche un élément d'un carton de la tenture de Moïse et Aaron. Alors là, les cartons sont attribués à Peter Koch von Elst et non pas à Michel Coxy. Ce qui est assez troublant, c'est que ces mêmes cartons, les mêmes cartons de Merville, en tout cas une partie, puisqu'on n'en a que 4 conservés, ont été retissés au XVIIe siècle, vers 1615-1620, a priori dans l'atelier de Jacques Goebbels le Jeune, mais là encore, je vous dis, je n'ai pas vu la reproduction des marques, donc on ne peut pas vraiment comparer. Jacques Goebbels le Jeune pourrait être le fils de François Goebbels, donc le lissier potentiel des tapisseries de Merville. Ensuite, la deuxième tenture, la tenture de verdure, qui est conservée donc à Merville, représente donc ces scènes champêtres entre colonnes flanquées de colonnes salomoniques. C'est un motif, la colonne salomonique date pas du premier quart du XVIIe siècle, mais c'est un motif qui se développe dans les cartons de tapisserie, et en particulier dans la tapisserie flamande, d'après les cartons livrés par Rubens pour les Clarisses des Chaussées de Madrid en 1621-1625, sur le thème du triomphe de l'Eucharistie que vous voyez ici. Donc je vous mets un exemple ici d'une tapisserie d'Anguien avec ses colonnes salomoniques. Et c'est vraiment sur ce modèle que les tapisseries de Merville ont été tissées. Alors là, on a un peu de mal à retrouver la filiation des cartons pour le champ central. On sait simplement qu'il y a une tapisserie, une tenture qui a été achetée par l'hôtel de Sully dans les années 1940, je crois, qui reprennent le même modèle que les tapisseries de Merville, mais je crois que les marques de lissier ne sont pas conservées. Donc voilà, ici le couple noble, vous avez à gauche la tapisserie de l'hôtel de Sully et à droite celle de Merville. À Merville, en revanche, on a la chance d'avoir une marque qui, pour le coup, est assez explicite. Il s'agit de la marque de Jacob Wouters, qui représente la plus grande entreprise de tapisserie, de tissage de tapisserie à Anvers dans la première moitié du XVIIe siècle. Alors, comme je vous le disais, ce qui est passionnant à Merville, c'est qu'on a un fonds d'archives privées extrêmement important, que l'on cherche d'ailleurs à faire classer par les archives départementales, puisqu'il y a vraiment, on pense, un très gros potentiel, et pas uniquement pour documenter le château de Merville, mais également tout un tas de familles cousines. Et donc on a notamment, en plus des livres de comptes, dans les livres de comptes, on a d'ailleurs une commande à un tapissier en 1750 pour retapisser pour redoubler les tapisseries de Merville afin qu'elles conviennent aux parties hautes des lambris du château, que le propriétaire Henri-Auguste de Chalvet de Rochemontex fait sans doute venir de son hôtel de Toulouse pour son grand château à Merville.
Et on a donc des inventaires en 1771, et notamment qui citent une tenture de tapisserie de Flandre représentant l'histoire de la guerre de Troie, etc., contenant 9 pièces. Et puis la tenture de tapisserie de Flandre représentant des paysages contenant 8 pièces, donc la tenture de verdure. Un autre inventaire en 1893 qui montre que rien n'a été perdu. Et ce qui est aussi amusant, c'est qu'au revers des tapisseries, on a des anciennes cartes à jouer qui ont été utilisées comme étiquettes et qui ont été cousues les unes sur les autres en fonction des mouvements que les tapisseries ont pu connaître à l'intérieur du château. Donc on a le nom de la chambre dessus avec le numéro de la tapisserie. Donc là, je vous montrais ce doublage assez typique du XVIIIe siècle en bande. On conserve à la cathédrale de Toulouse aussi des tapisseries qui présentent ce type de doublage qui avait l'air d'être pratiqué à l'époque, avec ici un détail de l'étiquette que l'on retrouve au revers. Alors les tapisseries, ces étiquettes cousues les unes sur les autres montrent que les tapisseries ont bougé à l'intérieur du château. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a des replis plus ou moins heureux, puisque voilà, la tapisserie de l'histoire de Paris devait avoir ce format-là à l'origine. Et la tapisserie des Regrets d'Hélène a aussi été pas mal modifiée, sans doute pour convenir à la partie haute des lambris. Alors je conclurai avec une hypothèse sur la commande de ces tapisseries. Il faut savoir que Henri-Auguste de Chalvet-Rochemontex est le descendant du fameux Jean de Bernuy. Pour les gens qui connaissent un petit peu le sud-ouest, il s'agit d'un très grand marchand originaire de Bourgosse qui a fait fortune notamment dans le pastel et qui s'est établi à Toulouse. Et la légende veut que Jean de Bernuy aurait notamment participé à la rançon pour libérer François Ier des geôles de Madrid. Et effectivement, quand on a fait nos recherches dans les archives avec Pascal Julien dans le château de Merville, on est tombé sur un document autographié de François Ier qui demande à Jean de Bernuy de bien vouloir aider ses fils à faire passer de l'argent en Espagne, donc sans doute pour participer à sa libération, à sa rançon. Et donc c'est ce Jean de Bernuy qui est originaire un peu un ascendant du constructeur du château, dont vous avez un portrait ici. Le portrait d'ailleurs de Jean de Bernuy ici, et qui est reproduit dans toutes les publications dans lesquelles on parle du personnage, appartient au château de Merville. Malheureusement, il n'est pas protégé au titre des monuments historiques. Et donc ce Jean de Bernuy a une fille, Jeanne de Bernuy, qui épouse en 1552 Mathieu de Chalvet-Rochemontex en 1607. Ils ont notamment un fils qui s'appelle François de Chalvet, et François de Chalvet établit en 1620, je crois, un inventaire des meubles que lui lègue son père, et dans ce legs, il se trouve un certain nombre de tapisseries de Flandre. Donc, vu la datation de la tapisserie et vu la qualité de la tapisserie, on a vu que les exemples de comparaison se situaient dans les grandes collections européennes, les collections royales notamment en Pologne ou en Espagne. Il est fort à parier qu'il s'agit d'un très grand commanditaire du Sud-Ouest qui a pu se les offrir. Et il n'est pas impossible que, vu la datation, donc a priori le troisième quart du XVIe siècle, vu la nature des bordures et les modèles de André Schell de Grever qui sont imprimés en 1550, que cette commande émane de Mathieu de Chalvet-Rochemontex et ou de Jeanne de Bernuy, qui l'épouse en 1552. Et comme il était d'usage au XVIIIe siècle, Henri-Auguste de Chalvet aurait rapporté cette tenture de son hôtel toulousain, alors qui était l'hôtel du Salin, mais dont on a perdu la trace aujourd'hui, pour en constituer le décor permanent de son château à Merville. Et voilà, je vous remercie de votre attention.